Le houx commun, Ilex aquifolium, est un arbuste dioïque de sous-bois, à la croissance lente et au port buissonneux, que l'on trouve sur des sols humides, riches et acides, comme ici dans cette pinette du Conquet, qui a souffert de la tempête Ciaram le 2 novembre 2023. Il se reconnaît à ses feuilles persistantes, vert foncé, ondulées et piquantes, et pour les pieds femelles, à ses rameaux couverts de drupes rouges vifs qui persistent tout l'hiver, ce qui lui permet de réaliser une photosynthèse hivernale de subsistance et de se maintenir en sous-bois. La domestication du genre Ilex a produit de nombreuses espèces de houx, d'hybrides et de cultivars, aux fruits de couleurs variées et aux feuilles panachées bordées de blanc ou de jaune. Le houx est cultivé aujourd'hui comme arbuste ornemental pour réaliser des haies épaisses, infranchissables et durables. Un plant de houx est hétérophile et possède des feuilles de formes différentes de bas en haut. Généralement, les feuilles du sommet ont un limbe plat et un bord lisse et ne sont pas piquantes, alors que celles de la base sont ondulées et piquantes. La feuille de houx possède un court pétiole qui le relie à la tige et un limbe vert, spécialisé dans les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère, et qui réalise à la lumière la photosynthèse du glucose et de ses dérivés. La feuille de houx est rigide, aplatie dorso-ventralement, possède une symétrie bilatérale horizontale, mais ses deux faces sont morphologiquement, histologiquement et fonctionnellement différentes. Sa face adaxiale supérieure est luisante et d'un vert foncé, et sa face abaxiale inférieure, d'un vert clair et mat, est marquée par la nervure médiane très saillante. On devine à la loupe au fort grossissement les stomates. Les deux faces de la feuille de houx sont donc inégalement éclairées. La face supérieure, adaxiale, est éclairée et chauffée directement par les rayons du soleil, alors que la face inférieure, abaxiale, reçoit un éclairage indirect et est donc à l'ombre. La coriacité de sa feuille est due à la lignification de ses tissus, à son épaisse cuticule et à ses bords épineux. Ces adaptations de défense physique contre les prédateurs les protègent des larves de phytophages et des mammifères herbivores comme les chevreuils. Avec Mesurim, il est facile de mesurer la surface d'une feuille de houx, soit à partir d'une photo, soit à partir d'un dessin à l'échelle. Elle varie entre 8 et 10 cm² pour une feuille adulte, ce qui représente une grande et fine surface d'absorption de la lumière, et pour la face inférieure, une grande et fine surface d'échange gazeux avec l'air. Avec une fibre optique, on voit que les radiations vertes du spectre de la lumière sont peu absorbées, transmises ou réfléchies, ce qui explique la couleur verte des feuilles. Par contre, les radiations rouges et bleues sont absorbées par les pigments foliaires, notamment par les molécules de chlorophylle des cellules du mésophile, ce qui permet à la phase chimique de la photosynthèse de disposer de l'énergie chimique nécessaire pour fixer le CO2 sur le cycle de Calvin et synthétiser le glucose et ses dérivés, comme on le voit ici avec l'hexao en suivant la concentration de CO2 en pourcentage dans l'air au-dessus des feuilles lors d'une séquence obscurité-lumière. À l'obscurité, la consommation de dioxygène non mesurée et l'émission de dioxyde de carbone mettent en évidence les échanges gazeux de la respiration des cellules foliaires. Puis, à la lumière, alors que la respiration se poursuit à la même vitesse, l'absorption du dioxyde de carbone CO2 et l'émission du dioxygène O2 non mesuré mettent en évidence la photosynthèse du glucose et l'autotrophie au carbone de la feuille et des végétaux. La feuille est donc un organe vital pour la plante par l'évapotranspiration foliaire qui est le principal moteur de l'ascension de la sève minérale brute absorbée par les racines, mais également par la photosynthèse qui est responsable de l'autotrophie au carbone du végétal. Comme la feuille de houx est épaisse et rigide, elle sert de modèle pour apprendre à faire des coupes transversales fines de feuilles avec un microtome. Pour observer au microscope les tissus d'une feuille, il faut en faire une coupe transversale fine, d'environ 10 micromètres, digérer sa matière organique et la décolorer à l'eau de javel, puis colorer spécifiquement les parois de ces cellules au carmino vert d'iode, qui colore en rose les parois pectocellulosiques, et en vert les parois présentant en plus de la cellulose de la lignine, et qui colore en jaune la cuticule cireuse et les tissus subérifiés. Sur cette coupe transversale de feuilles de houx, on observe au grossissement de 100 puis de 400, de la face adaxiale supérieure vers la face abaxiale inférieure, les tissus suivants.
un épiderme supérieur sans stomate composé d'une seule couche de cellules épidermiques qui sont recouvertes d'une épaisse cuticule cireuse jaunâtre, imperméable à l'eau et au gaz. Un parenchyme chlorophylien non homogène, le mésophile, composé dans le limbe supérieur d'un parenchyme palissadique formé de plusieurs couches de grandes cellules chlorophylliennes allongées qui captent la majorité de l'énergie lumineuse, et dans le demi-limbe inférieur, on trouve un parenchyme lacuneux composé de grandes cellules chlorophylliennes globuleuses délimitant des lacunes. Ces méas aérifères entre les cellules créent une atmosphère interne propice à la circulation et au stockage des gaz et des produits de la photosynthèse. Ce réseau aérifère interne est en contact avec l'air ambiant par l'intermédiaire des stomates qui régulent les échanges gazeux. Un système vasculaire composé au niveau de la nervure principale coupée transversalement et des nervures secondaires coupées obliquement, de faisceaux cribrovasculaires, dans lequel on reconnaît les vaisseaux de xylème, conducteurs de sève minérale brute absorbée par les racines, et les tubes criblés du phloème, conducteurs de sève élaborée organique, produite à la lumière par le mésophile photosynthétique. La nervure est entourée, dans sa face supérieure, de collenchyme, tissu de soutien non lignifié en position sous-épidermique, et dans sa face inférieure de sclérenchyme, tissu de soutien constitué de cellules à parois lignifiées. Ces deux tissus de soutien et la présence d'une nervure principale médiane saillante sur la face inférieure donnent à la feuille sa rigidité caractéristique. Enfin, la face abaxiale est protégée par un épiderme inférieur unistratifié, recouvert d'une épaisse cuticule cireuse imperméable à l'eau et au gaz, sauf au niveau des stomates, environ 150 par millimètre carré, qui sont connectés aux lacunes et permettent à travers l'ostiole l'entrée et la sortie des gaz à la lumière, évaporation de l'eau et absorption de dioxyde de carbone et émission de dioxygène produit par la photosynthèse. On retrouve sur ce bloc diagramme de feuille les différents tissus observés sur la coupe précédente depuis la face adaxiale supérieure jusqu'à la face abaxiale inférieure. On comprend alors que l'antagonisme évaporation-photosynthèse de la feuille se cristallise au niveau de l'ostiole des stomates, seule surface poreuse de la feuille, qui contrôle ses échanges gazeux vitaux avec l'atmosphère, nécessaires à sa nutrition minérale, à sa photosynthèse et à son autotrophie au carbone, sans risquer la déshydratation, en se fermant par forte chaleur ou grand vent. On devine ici à la loupe, au grossissement 50, les stomates sur la face inférieure abaxiale. Par contre, comme la feuille de houx est épaisse et coriace, il est très difficile de prélever un lambeau d'épiderme de son limbe, et quand on y arrive, le résultat observé au microscope optique au grossissement de 400 est comme ici décevant. Par contre, un lambeau d'épiderme inférieur de polypode montre au grossissement de 100 de très nombreux stomates chlorophylliens entre des cellules épidermiques non chlorophylliennes emboîtées comme les pièces d'un puzzle. Chaque stomate est formé par l'association de deux cellules chlorophylliennes stomatiques réniformes contiguës et adjacentes, appelées cellules de garde, qui délimitent un orifice d'une quinzaine de micromètres appelé ostiole, du latin ostiolum, diminutif d'ostium, ouverture porte, dont le diamètre est réglé par osmose en fonction des conditions du milieu, et qui est fermé à l'obscurité et ouvert à la lumière, sauf par forte chaleur et grand vent. Les ostioles ouverts la journée constituent donc la seule communication entre la feuille et l'atmosphère, à travers lesquelles vont se faire passivement les échanges gazeux, dans le sens contraire des gradients de concentration, des fortes concentrations vers les plus faibles concentrations. L'ostiole d'un stomate s'ouvre à la lumière grâce à la turgescence des cellules de garde. Et comme la paroi des cellules stomatiques qui sont reliées aux extrémités de l'ostiole est plus épaisse du côté de l'ostiole, la pression osmotique due à l'entrée d'eau s'exerce sur les parois minces externes du côté opposé à l'ostiole, ce qui tire les microfibrilles de cellulose reliées à la paroi de l'ostiole, qui s'ouvrent, ce qui permet l'évapotranspiration et les échanges gazeux de la photosynthèse. Par contre, lorsque les cellules stomatiques se déshydratent et se plasmolysent, la pression osmotique interne diminue et l'ouverture de l'ostiole se rétrécit, voire se ferme par forte chaleur et grand vent, ce qui limite l'évapotranspiration et la déshydratation, mais également les échanges gazeux de la photosynthèse.
Si l'absorption d'eau est insuffisante et ou l'évapotranspiration importante, comme ici avec cet échium, fortement éclairé et non arrosé, la plante non ligneuse perd son hydrosquelette, fane et finit par mourir si le stress hydrique dure. À la première pluie, l'eau absorbée par les racines monte essentiellement grâce à l'évapotranspiration foliaire dans les vaisseaux du xylème et cela jusqu'aux feuilles déshydratées qui retrouvent leur turgescence et leur hydrosquelette. Si la plante fixée ne peut pas se passer d'eau pour vivre et s'hydrate à la moindre pluie, elle peut cependant limiter les pertes hydriques par évapotranspiration. Sa première stratégie en cas de sécheresse est de fermer ses stomates, ce qui réduit l'évapotranspiration, mais limite en contrepartie la photosynthèse. Finalement, la feuille de houx présente en fait des caractéristiques de feuilles persistantes, presque xérophytiques. Rigidité, épaisse cuticule, tissu de soutien et surtout des stomates présents uniquement dans l'épiderme inférieur, ce qui limite l'évapotranspiration et la déshydratation. Les véritables xérophytes, adaptés au climat sec, chaud et venteux, ont sélectionné au cours de l'évolution des adaptations structurales et métaboliques, protégeant leurs stomates et réduisant l'évapotranspiration et la déshydratation par forte chaleur et grand vent. Chez le laurier rose, arbuste méditerranéen, réputé pour ses fleurs et sa résistance à la sécheresse, les stomates sont protégés dans des cryptes pilifères de la face abaxiale de son limbe, qui se voit à l'œil nu et à la loupe binoculaire. Sur cette coupe transversale de feuilles de laurier rose, on voit que les cryptes sont remplies de poils épidermiques, à la base desquels on trouve les stomates, qui peuvent donc s'ouvrir à l'abri du vent dans une atmosphère interne fraîche et humide, qui limite l'évapotranspiration et la déshydratation estivale en milieu de journée, tout en permettant les échanges gazeux de la photosynthèse. Chez les Léanus, arbustes plantés en bord de mer, et chez l'olivier, arbre emblématique du climat méditerranéen, aux étés chauds et secs, les stomates sont recouverts par un tapis de trichome parasol, observé ici à la loupe, puis au microscope optique. On voit mieux au microscope électronique à balayage cette canopée ombragée, humide et protégée du vent, sous laquelle les stomates peuvent s'ouvrir, assurer les échanges gazeux de la photosynthèse, et cela sans risquer la déshydratation de la plante. Chez l'Oya, Poacée psamophile des dunes littorales, par forte chaleur et grand vent, la feuille s'enroule et forme un tube. On voit ici à la loupe, à gauche, une feuille fermée et à droite, une feuille ouverte longitudinalement et une feuille fermée coupée transversalement qui montre les ondulations de l'épiderme adaxial supérieur sur lequel sont implantés les nombreux poils blancs. On voit également le parenchyme chlorophyllien en vert et l'épais limbe abaxial, ventral, sclératinisé en brun, qui fait face au vent et au soleil. Sur cette coupe transversale de feuilles fermées d'Oya, observée au microscope optique, on voit les nombreux replis de l'épiderme adaxial supérieur, qui augmentent la surface d'échange avec l'atmosphère interne de la feuille. Ces replis forment des cryptes, au fond desquelles se trouvent les cellules bulliformes, responsables par osmose de l'ouverture de la feuille lorsqu'elle se gorge d'eau et de sa fermeture lorsqu'elle se déshydrate. Les stomates sont ainsi protégés de l'évapotranspiration excessive par les nombreux poils épidermiques qui créent dans le tube foliaire une atmosphère tempérée et humide qui permet cependant les échanges gazeux de la photosynthèse sans risquer la déshydratation de l'Oya. Chez les plantes à métabolisme CAM, comme les crassulacées, les stomates s'ouvrent la nuit et se ferment le jour. Un astucieux système à double fixation du CO2 permet de l'absorber la nuit, de le stocker dans la vacuole sur une molécule à 4 atomes de carbone de l'acide malique, puis de le transférer le jour sur une molécule à 3 atomes de carbone, avant de le fixer dans le cycle de Calvin, qui va synthétiser le glucose et ses dérivés grâce à l'énergie chimique de la phase photochimique. Chez les cactées, xérophytes également à métabolisme CAM, les feuilles sont transformées en épines protectrices des tiges succulentes, ce qui réduit l'évapotranspiration, et la photosynthèse est assurée par la tige, qui en plus stocke et déstocke l'eau dans son parenchyme aquifère de réserve, situé entre le parenchyme chlorophylien et la moelle centrale.